Il était une fois Montréal, les Champenois en Nouvelle-France. L'exposition est visible ici à l'hôtel Dieu-le-Comte jusqu'au 2 novembre. Dans cette émission, nous allons vous faire découvrir l'exposition. Mais avant cela, regardez tout de suite le sommaire. Découvrez la nouvelle exposition du département. Il était une fois Montréal, les Champenois en Nouvelle-France. Plus de 200 documents sont à retrouver dans cet espace de 340 mètres carrés, ici à l'hôtel Dieu-le-Comte. L'occasion de retracer l'histoire de plusieurs figures champenoises ayant participé à la fondation de Ville-Marie, l'actuelle Montréal. Au programme, rappel historique, visite de l'exposition ou encore présentation de la programmation culturelle. Bienvenue dans votre émission spéciale consacrée aux Champenois en Nouvelle-France. Valérie Denis, le département est à l'initiative de cette exposition. Vous avez donc décidé de mettre en avant les Champenois en Nouvelle-France. Pourquoi cette thématique ? Parce que c'est une thématique en définitive est très méconnue et qui est très importante. Alors qui est importante bien évidemment pour les Aubois parce qu'ils ont quand même la fierté d'avoir parmi leurs ancêtres des gens qui ont fondé Montréal, ce qui est quand même pas rien. Et c'est une histoire qui est très importante également pour les Québécois parce que bien évidemment ce sont les fondateurs de leur ville. Alors nous, c'est une histoire qui est un petit peu oubliée malheureusement. Chaume-Dème-Maisonneuve pour nous c'est une avenue et Marguerite-Bourgeois c'est une école. Mais je peux vous dire que quand on est à Montréal, quand on est au Québec, ce sont deux noms qui portent beaucoup. Et il se trouve qu'il y en a même d'autres. Il y a Jeanne-Mance, il y a Talon également, à Chalon en Champagne. Et ce sont des personnalités qui ont des musées là-bas, à qui on a consacré des musées. Donc ce sont des personnalités historiques majeures, très importantes, qu'on retrouve partout dans les avenues, sur la place d'Armes à Montréal, en face de la cathédrale, c'est le cœur de la ville, vous avez une statue de Chaume-Dème-Maisonneuve. Voilà, donc vous êtes vraiment face à des personnages qui sont majeurs et qui ont une renommée fantastique de l'autre côté de l'Atlantique. Donc le but c'est quoi? C'est de leur donner de la visibilité aussi ici en France? Alors c'est effectivement renouer avec cette histoire, pour les Aubois et les Champenois. Mais c'est également montrer aux Québécois qu'on tient aux relations qu'on a pu tisser par le passé avec eux, qu'on souhaite que ces relations elles demeurent vivantes et qu'elles perdurent, que se tissent des liens qui pourraient même être d'ailleurs des liens touristiques. En tout cas, on veut rendre hommage à ces personnes et on veut retisser des liens très forts avec le Québec, avec la Champagne. C'est la première fois qu'une exposition de cette envergure est organisée dans l'Aube sur ce sujet? Oui, très clairement. Oui, très clairement. Il y a eu, et on peut les remercier, des associations qui ont su maintenir la mémoire de ces relations très fortes. Je pense en particulier au comité Marguerite-Bourgeois ou au comité Chaume-Dème-Maisonneuve, mais pas avec ces moyens et avec cette ampleur. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans cette exposition? On va pouvoir retrouver beaucoup de documents. Des documents comme des cartographies, des documents comme des tableaux, mais également des objets de la vie quotidienne, parce qu'il ne faut pas oublier que Jeanne-Mance, enfin tous ces grands personnages, ils ont traversé l'Atlantique à un moment où ce n'était pas obligatoirement facile, donc on va évoquer ce voyage. Et puis quand ils sont arrivés, ils ne sont pas arrivés dans un hôtel 4 étoiles. Je veux dire, la vie était très compliquée, l'hiver il faisait très froid bien évidemment, et les conditions de vie étaient vraiment périlleuses. C'était vraiment une colonisation, mais ils avaient la foi. Ils étaient ardents et ils ont fait même pour certains plusieurs fois l'aller-retour. Donc c'était vraiment des personnages hors normes, des aventuriers. Et alors si on veut venir voir cette exposition, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir à la Cité du Vitrail, puisqu'en fait c'est une exposition temporaire de la Cité du Vitrail. Et pour 7 €, vous avez le droit à l'exposition de la Cité du Vitrail, qui je le rappelle est magnifique, l'exposition de l'apothicairie et en prime, bien évidemment, cette exposition, il était une fois Montréal, les Champenois de la Nouvelle-France. Et ça jusqu'au 2 novembre. Jusqu'au 2 novembre, donc on a le temps, mais il ne faut pas trop tarder quand même. Merci Valérie Denis. Je vous en prie. Avant de faire un rappel historique, retour sur l'inauguration de l'exposition. C'était le 17 juin, à la veille de l'ouverture. Notre journaliste Christian Vera était sur place, regardez. On a une disproportion au niveau de la population qui est énorme. Donc évidemment, pour faire développer la population et les familles, il fallait aussi des femmes.
Après une visite privée en avant-première, l'exposition « Il était une fois Montréal, les Champenois en Nouvelle-France » a été inaugurée dans les jardins de l'hôtel Dieu-le-Comte. Grâce à des documents rares et de nombreux panneaux explicatifs, l'exposition met en lumière les figures champenoises ayant participé à la fondation de Ville-Marie, l'actuelle Montréal. Des noms aujourd'hui plus connus au Canada qu'en France. Ce sont les fondations de leur histoire finalement. Hormis les nations autochtones, bien entendu. Mais donc, elle a fait l'objet de beaucoup plus de recherches. Les enfants l'apprennent dès le primaire. Donc, on a une grosse différence avec nous, public français, qui ne l'avons pas abordé dans le livre d'histoire. Cet épisode de la vie de ce département est parfois méconnu des Aubois eux-mêmes. Et je pense que ça va les intéresser fortement. Moi, j'ai été vraiment très intéressé et ému devant des documents qui sont des documents absolument exceptionnels, de découvrir cette histoire qui a une densité que je n'imaginais pas. L'exposition vise à renforcer le lien, unique mais souvent oublié, entre le département de l'Aube et Montréal. Je connaissais les fondateurs, comme un peu tout le monde à Montréal, mais jamais j'ai cru qu'il y avait un lien avec la Champagne, avec Troyes. Jamais. Il y a un article aussi qui est paru il n'y a pas tellement longtemps par le biais de la Société historique de Montréal, une revue qui s'appelle Le Bel Âge. C'est une publication qui est destinée aux seniors. Et là, il y a un bel article sur Troyes et on parle aussi de l'exposition. Ça donne tellement le goût de venir faire un tour à Troyes et en Champagne. Et pas seulement pour le champagne, même si c'est une bonne raison, mais c'est vraiment une ville intéressante et que je vais découvrir de plus en plus cette semaine. L'exposition temporaire est ouverte au public depuis le 18 juin. Les billets sont en vente à l'entrée de la Cité du Vitrail. Un petit rappel historique à présent avec vous, Mario Robert et Sylvain Limbroso. Bonjour. Bonjour. Alors, une première question toute simple. Qu'est-ce que c'est que la Nouvelle-France? Finalement, son histoire est assez méconnue ici en France. Oui, effectivement, la Nouvelle-France, ça fait suite un peu aux expéditions espagnoles de Christophe Colomb et les Espagnols qui vont justement, et les Portugais qui vont en Amérique du Sud. Évidemment, toutes les nations hautes européennes veulent aussi avoir leur part du gâteau parce qu'évidemment, il y avait de l'or. Et les Français vont plutôt aller vers le nord. Les Français vont aller vers le nord parce qu'il y a déjà des pêcheurs de France qui viennent pêcher de la morue sur les côtes de l'Amérique du Nord. Donc, il y a vraiment déjà un premier élément qui fait en sorte que ces pêcheurs-là vont rentrer tranquillement dans le Saint-Laurent, dans le fleuve du Saint-Laurent, dans la vallée du Saint-Laurent, et ils vont... Au début, ils ne s'installent pas. Hein. Il n'y a pas vraiment d'installation comme telle. C'est vraiment des saisonniers qui viennent pêcher. Mais tranquillement, la France va vouloir s'implanter. Et aussi avec le fait que le castor, la fourrure est intéressante pour le feutre, pour les chapeaux en Europe. Tranquillement, grosso modo, on va commencer à s'installer, surtout à partir de... en Acadie, il y a une première installation en 1604, mais c'est à Québec en 1608 où Samuel de Champlain va fonder la ville de Québec. Et ça, c'est le premier noyau de Français, un petit noyau de Français qui s'installe à Québec en 1608. Et tranquillement, il y a d'autres villes qui vont se créer. Champlain va créer une ville qui s'appelle Trois-Rivières en 1634. Et pendant ce temps-là, il y a des gens en Europe, en France, qui, c'est le renouveau catholique. Donc, c'est des dévots et qui veulent fonder une ville pour faire en sorte de... pour les Amérindiens, c'est-à-dire pour pouvoir les baptiser, pour pouvoir les amener à la foi catholique. Donc, c'est leur mission de créer, de faire en sorte que les Autochtones deviennent des catholiques. Et ça va être le projet de Ville-Marie, donc le projet de dévots qui vont vouloir s'installer dans un lieu qui est auprès des Autochtones, c'est-à-dire l'île de Montréal, qui est vraiment au carrefour, c'est à la fois le carrefour de toutes les nations autochtones du nord de l'Amérique et en même temps un lieu de conflit. Donc, ce n'est pas un lieu facile non plus. Et l'île de Montréal a été abandonnée depuis à peu près une centaine d'années et il n'y a personne qui est installé là. Donc, ça avait été reconnu par Champlain et ces dévots-là vont chercher un personnage qui va diriger la colonie et on va faire appel à Paul de Chamédé de Maisonneuve
qui est champenois et qui est né à Neuville-sur-Vanne. Donc, c'est comme ça qu'on va tranquillement créer une colonie et on va créer une société, la Société de Notre-Dame de Montréal. Donc, le but, c'est d'évangéliser les Autochtones. Le but, c'est pas de faire du commerce en premier lieu. Donc, c'est vraiment une colonie un peu spéciale à l'intérieur du Canada parce que les autres colonies, que ce soit Québec, que ce soit Trois-Rivières, c'est vraiment des colonies économiques. Donc, c'est vraiment pour l'aventure du castor et quand on est sur le bord de la mer, bien là, évidemment, c'est la morue, c'est la pêche. Donc, c'est une communauté un peu mystique. Hein? C'est des mystiques qui viennent s'installer ici et qui croient qu'on va éventuellement évangéliser tous les Autochtones, on va les amener à la foi catholique et que tout le monde va être heureux et qu'on sera qu'un seul peuple, etc. Évidemment, ça ne se passera pas exactement comme ça. Et tranquillement, Montréal n'aura pas le choix, à cause des conflits qu'il y a déjà entre différentes nations autochtones, l'île de Montréal n'aura pas le choix, cette colonie-là de Maisonneuve, et Jeanne Mance aussi, qui est de Langres, qui est, disons, la cofondatrice de Montréal, qui est l'économe, donc l'administratrice en chef de Montréal, et l'infirmière aussi. Donc, on va justement donner, à un moment donné, dire, ben là, il faut qu'un poste de traite vienne s'installer à Montréal tranquillement. Et tranquillement, bien, l'aspect dévot va laisser place à l'aspect économique des choses, comme dans toutes les autres colonies de la Nouvelle-France. Les Champenois ne représentent pas un gros contingent de population, contrairement par exemple aux Percherons, qui ont fourni une énorme partie des pionniers. Là, on parle plus d'une élite finalement, puisqu'on a Paul de Chaumnet qui dirige, qui fonde Montréal, et puis après qui va être le dirigeant de la ville. On a aussi Jeanne Mance, donc, qui a joué un rôle prépondérant. On a aussi Marguerite Bourgeois, donc une Troyenne, qui est née ici en 1620, qui va lancer l'éducation en Amérique du Nord. Donc on a affaire plus à une élite qu'à une souche de population. Ça va se perpétuer aussi puisqu'on a d'autres grands personnages comme l'intendant Jean Talon, qui va jouer un grand rôle dans la colonie, qui va structurer un peu l'économie de la colonie. Donc les Champenois ont fourni une élite, on peut en être très fiers. Et donc je le disais, ici cette histoire est assez méconnue. Au Québec, en revanche, c'est une histoire qui est assez connue. Tous ces noms que vous m'avez cités, c'est des noms qui sont familiers? Oui, absolument. Oui, c'est des noms qui sont assez connus. Chamédé de Maisonneuve est le fondateur de Montréal. Il y a sa statue, son monument, juste en face, sur la place d'Armes, en face de la basilique Notre-Dame à Montréal, donc en plein cœur de l'ancien Montréal, du Montréal de l'époque, donc jusqu'au début du 20e siècle. Donc, c'est vraiment le cœur de la ville. Et c'est célébré le 17 mai. C'est l'arrivée des colons, des premiers colons, des 42 colons, le 17 mai 1642. Et cette fête-là est toujours fêtée à Montréal. C'est une fête, c'est la fête de Montréal, et il y a toujours des événements qui tournent autour de cette fête-là. Il y a même un festival d'histoire qui a lieu pendant cette période-là. Merci Sylvain Lambroso, merci Mario Robert. On se retrouve dans un instant pour la visite de l'exposition. L'émission spéciale consacrée aux Champenois en Nouvelle-France continue avec vous, Daphné Castano. Bonjour. Bonjour. Alors, dans un instant, vous allez nous faire découvrir une partie de l'exposition ici à l'hôtel Dieu-le-Comte. Mais avant ça, peut-être une petite présentation de cette exposition. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver ? Voilà, donc cette exposition, c'est vraiment la première sur ce thème, voilà, sur ce lien des Champenois avec la Nouvelle-France, donc voilà, le Québec historique. C'est un sujet inédit. Donc on est sur les 340 mètres carrés d'exposition de l'Hôtel Dieu et on va y retrouver voilà, un ensemble assez impressionnant de pratiquement 215 œuvres de typologies extrêmement différentes pour montrer en fait la variété des sujets. Donc on va avoir des portraits peints, des portraits gravés, des objets ethnographiques, des archives évidemment, voilà, des choses très très différentes, de la céramique, de la faïence, des très beaux aussi documents du XVIIe et du XVIIIe. Donc voilà, la période abordée dans cette exposition, ce sont vraiment ces deux siècles-là, aussi bien sur la France, l'Europe et évidemment l'histoire croisée avec cette Amérique du Nord et plus précisément la région du fleuve Saint-Laurent. Et donc comment se présente le parcours de visite? Est-ce qu'il y a des thématiques précises à différents endroits?
Alors cette exposition, elle est pensée comme un petit peu un sillonnement, voilà, un voyage sur le fleuve de notre sujet d'exposition. Donc on a voilà, une première partie introductive sur la Champagne, l'Europe au XVIIe siècle, les guerres, la réforme catholique, donc de nous plonger avec des œuvres pour avoir tout cet aspect-là. Voilà, l'Amérique du Nord, donc aussi avec les nations autochtones qui sont présentes bien évidemment avant l'arrivée des Français ou des Européens au XVIe siècle. La traversée de l'Atlantique, comment on traverse et quelle aventure c'est à l'époque voilà, de faire ce voyage. Et puis on a voilà, la pièce dont on va parler juste après, toute cette question du projet. Donc les Champenois sont là dès les débuts en 1604, mais nos Champenois se concentrent aussi sur la création de Ville-Marie, futur Montréal. Et donc on a tout ce développement, comment le projet prend forme dans un contexte religieux. Les personnages, il fallait 2 personnages porteurs, donc on va avoir Chomden Maisonneuve et Jeanne Mance. Une nouveauté aussi, voilà, une métropole qui est faite par un homme et une femme. Donc ça c'est le propos de notre deuxième partie, avec d'autres Champenois autour d'eux. Et ensuite une troisième grande partie sur le développement de cette ville, voilà, sur la seconde moitié du XVIIe et le XVIIIe siècle. Donc avec notamment une arrivée en 1653 de Marguerite Bourgeois également, qui forme un trio voilà, sur le développement, la vie quotidienne avec les autochtones, les Français, comment on arrive à aussi s'inspirer pour pouvoir s'adapter quand même au climat assez rude à l'époque au Canada, et les missions, comment on arrive à vivre ensemble, les alliances et les paix. Le XVIIIe siècle avec une grande figure, Claude de Ramsay aussi, qui est intendant de Montréal, et toute une dernière section sur la mémoire croisée entre le Québec et la Champagne. Une histoire qui va aussi un petit peu se cristalliser autour malheureusement des 2 guerres, mais avec l'hôpital canadien dans le lycée Marie de Champagne durant la Première Guerre 1917-1918, puis un soutien avec l'adoption de la ville de Troyes voilà, par Montréal vers 1945. Et enfin, comment les différentes villes, Langres, Châlons, Troyes, vont valoriser cette histoire, et notamment avec pas mal de projets de monuments et de lieux de mémoire. Et bien on va passer à la visite de l'exposition désormais. Donc on ne se trouve pas au début de l'exposition, où est-ce qu'on se trouve exactement? Donc ici on est dans la deuxième salle de l'exposition, donc on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet après la traversée de l'Atlantique. Et donc ici c'est vraiment voilà, la question de pourquoi les Français viennent en Nouvelle-France. Donc déjà on va avoir des enjeux commerciaux. Nous y sommes allés pour la morue et le castor, donc le castor dont on utilisait la fourrure notamment pour faire des chapeaux de feutre, et aussi des enjeux médicaux avec cette boîte de l'apothicairerie. Et dès les débuts en 1604 en Nouvelle-France, on va avoir des Champenois qui font partie du voyage et qui sont gouverneurs de cette région. Et une deuxième chose, on va aussi avoir des enjeux religieux, puisqu'à l'époque, nous avons des ordres missionnaires qui vont partir là-bas pour pouvoir évangéliser les autochtones. Donc c'est ce qu'on voit ici, notamment autour de la figure de Paul le Jeune, qui est de Vitry-le-François. Donc déjà beaucoup de documents dès le début de cette deuxième salle. Et qu'est-ce qu'on retrouve en face de nous? Donc ici, ça va être toutes les origines religieuses du projet de Ville-Marie Montréal, puisque c'est une ville qui n'est pas un poste de traite, mais c'est une ville vraiment faite pour un projet mystique. Donc ici, c'est le contexte troyen, avec René de Brélet, qui est l'évêque de l'époque, et Noël Brulard de Syrie, qui a beaucoup œuvré à Troyes pour des congrégations, mais qui a aussi financé une des premières missions vers Québec, qui porte son nom, la mission de Sillery. Et si on poursuit, qu'est-ce qu'on retrouve? Et donc tous ces cercles religieux troyens vont aussi beaucoup dialoguer avec des cercles de dévots parisiens, dont notamment donc voilà, Jérôme Le Royer de la Dauversière, qui va avoir une révélation qui lui indique de fonder une nouvelle ville en Nouvelle-France, une nouvelle Jérusalem. Il va s'entourer d'un cercle qui le finance, qui achète l'île de Montréal, et il faut 2 porteurs de projet. On va trouver 2 porteurs de projet, dont Paul de Chomden Maisonneuve, qui va s'occuper des aspects architecturaux, militaires. Donc on voit notamment son portrait ici, puis le premier plan du fort qu'il a construit dès 1642. Il est entouré de pas mal d'autres Champenois, donc on a notamment Raphaël Lambert-Closse qui vient de Mogues, qui l'accompagne aussi, qui est son sergent-major. Et la deuxième, donc la cofondatrice, c'est Jeanne Mance, que l'on voit ici, qui est originaire de Langres et qui, elle, va également fonder l'Hôtel-Dieu de Montréal dès 1645. Donc voilà pour un petit aperçu de la visite. Elle s'adresse à qui cette visite? Alors, cette exposition, elle se veut tout public, donc voilà, c'est d'où la diversité des documents, la présentation. On a essayé de faire court dans les textes, de mettre du multimédia, et voilà, ça est un public adulte, mais aussi un public enfant, où on aura un petit parcours avec un petit symbole castor, et voilà, un petit livret qui pourra aider à avoir différents niveaux de lecture.
Et un petit mot peut-être aussi sur tous ces documents qu'on a vus jusqu'à maintenant. Où est-ce que vous les avez trouvés? Donc on a 215 œuvres dans l'exposition et qui viennent à la fois de collections françaises mais également de collections québécoises. Nous avons à peu près 50 prêts qui viennent de Québec et essentiellement de Montréal. Donc ça c'est une grande chance pour notre propos. C'est assez unique à Troyes? Oui, on a beaucoup de... Oui, c'est même unique pour Troyes, mais c'est aussi quasiment unique en France, puisque le sujet n'a quasiment pas été traité. Donc c'est vraiment la première fois qu'on a la synthèse de ces documents dans une exposition. Et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui l'exposition une fois terminée, mais il faut se dire qu'il y a eu beaucoup de recherches en amont. Oui, voilà, moi c'est une exposition, j'ai travaillé dès 2023 et on a beaucoup de travail déjà sur les collections, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui reste, parce que c'est des fois une mémoire très immatérielle. J'ai eu un comité scientifique avec les spécialistes du sujet pour me conseiller. Ensuite, on va voir les institutions pour demander si les prêts sont disponibles. On a eu beaucoup de chance, même pour les œuvres majeures, très peu de refus, notamment pour des questions de conservation ou des œuvres vraiment qui sont un petit peu comme la Joconde de l'autre côté de l'Atlantique, donc qui ne pouvaient pas bouger. Mais vraiment une grande bienveillance des institutions et c'est comme ça qu'on arrive à avoir cet ensemble conséquent. Donc ensuite, c'est toute l'organisation avec un transporteur spécialisé, la scénographie, etc. pour arriver au résultat qu'on voit autour de nous. Et avant de retrouver Daphné Castano, je vous propose de découvrir 3 éléments clés de cette exposition, un reportage signé Marie Urpo. Visible à l'hôtel Dieu-le-Comte, l'exposition regorge de documents historiques. Parmi eux, ce carnet d'une 60aine de pages raconte la vie quotidienne de la mission jésuite de la Prairie entre 1677 et 1686, un objet rare prêté par les archives départementales de la Gironde. C'est la narration de la mission du Sceau depuis sa fondation jusqu'en 1786, fait par le père Schoster, qui est un jésuite, et de 1677 à 1686, il est à la mission du Sceau. Une mission, c'est un endroit où les missionnaires rassemblent des populations autochtones pour les convertir, mais aussi pour faire en sorte qu'elles s'acclimatent à la civilisation qui est celle de la Nouvelle-France. Il y a énormément de descriptions, et il y a aussi des dessins qui nous montrent vraiment des scènes de la vie quotidienne. Et ça témoigne vraiment de la manière dont vivent et travaillent les populations autochtones et quelles sont leurs relations avec les jésuites. Un peu plus loin, cette ceinture wampum est un objet emblématique de la diplomatie des Premières Nations. Datant du premier quart du XVIIIe siècle, elle provient des collections du musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon. C'est une ceinture qui est issue donc d'Amérique du Nord et qui a été réalisée par la nation Nipissing. Elle est constituée de fibres végétales, de cuir également et de petites perles tubulaires qu'on appelle des perles wampum. Donc, c'est un objet à forte valeur diplomatique. Ces ceintures, elles étaient fabriquées par les nations autochtones afin de sceller des accords, entre elles, mais également ensuite entre les colons également français et anglais. Et dans la dernière salle de la visite se trouve cette bannière portant les armoiries de Troyes et du Canada, ainsi que ce diplôme honorifique, 2 objets issus des archives de Montréal. Ils avaient été offerts en septembre 1947 au maire de la ville par son homologue troyen. L'année 1947 est une grande année pour les liens d'amitié entre Troyes et Montréal. Et tout ça, c'est grâce à une journaliste canadienne, montréalaise, qui s'appelle Odette Oligny, qui est née à Troyes. Et c'est elle qui a convaincu le conseil municipal de resserrer les liens avec Montréal. Le maire, Fernand Giroux, a envoyé au maire de Montréal, Camillien Houde, un livre d'art sur Troyes. Ensuite, il y a eu un enchaînement d'éléments. Et pour remercier la ville de Montréal de toutes ces choses-là, évidemment, on va nommer le maire de Montréal, Camillien Houde, citoyen d'honneur de la ville de Troyes. Au total, plus de 200 documents d'archives, manuscrits, œuvres d'art, objets archéologiques et ethnographiques sont à découvrir dans cette exposition. Daphné Castano, on va parler maintenant des figures champenoises qui sont présentes ici dans cette exposition. On a parlé tout à l'heure dans la première partie de Marguerite Bourgeois et des figures assez connues. Est-ce que vous avez d'autres figures à me citer? Oui, c'était important dans l'expo de remettre aussi en valeur, en lumière les figures secondaires. Donc on peut citer tout un noyau autour justement de Marguerite Bourgeois, Jeanne Mance et Chaumedet, dont Marie-Barbe de Boulogne, qui va aider Jeanne Mance sur le premier hôpital et créer une confrérie de la Sainte Famille. Et son mari, Louis Daibous, qui est ingénieur militaire, va aider Chaumedet à créer les premières fortifications de Ville-Marie.
Le bras droit de Chaumedet est également champenois, donc Raphaël Lambert-Closse, qui vient de Mogues et qui va être le sergent-major de la ville et son notaire également. Et on a d'autres personnages, donc pour le côté plus artistique, Frère Luc qui va voyager en 1670 avec Jean Talon et qui va introduire la peinture classique. Donc lui c'était un prêtre récollet et pour la petite anecdote il s'appelait Claude François avant de rentrer dans les ordres. On a encore Médarchoir des Groseilliers qui lui est un explorateur, un coureur des bois qui va découvrir plutôt la baie d'Hudson et créer la compagnie d'Hudson avec les Anglais en 1670. Et enfin on a Claude de Ramsay également, un intendant un peu moins connu que Jean Talon mais au 18e important pour Montréal, qui crée notamment les enceintes de la ville et un très beau château qui est maintenant le château Ramsay, un musée à découvrir à Montréal. Et donc toutes ces figures, on peut les retrouver un petit peu partout dans les documents de cette exposition. Également, voilà, ça a vraiment été le défi de l'exposition, c'était de trouver des documents ou des œuvres qui puissent les représenter, les personnifier dans l'exposition. Et sur cette tablette par exemple, on peut les retrouver aussi? Alors on peut les retrouver et ils seront accompagnés aussi de tous les autres aubois que l'on a pu en fait synthétiser dans une carte interactive. C'est important d'avoir aussi d'autres manières d'appréhender le sujet dans l'exposition. Et donc par exemple, on va pouvoir cliquer sur les aubois, hop, je reclique, on prend une zone, on prend un village. Voilà, donc ici nous avons Étienne de Brantigny, donc qui vient du petit village de Brantigny à 2 pas de Pinet. Et donc en fait, c'est l'ancêtre de tous les bois verts du Canada. Donc voilà, quelque chose d'assez important. Et donc on a tous ces personnages anonymes aussi, cordonniers, qui sont partis en Nouvelle-France et dont on a fait un état de la recherche pour pouvoir en fait les mettre sur la carte où on peut les voir en fonction de leur lieu d'origine. Donc ça rajoute finalement un côté assez immersif pour le visiteur. Également, voilà, c'est vraiment un aspect aussi ludique, de voir aussi en fonction du territoire, il n'y a pas que Troyes, il n'y a pas que les grandes villes. Et puis on a d'autres dispositifs aussi dans l'exposition. Donc on a aussi une reconstitution multimédia de Troyes au XVIIe, donc en s'axant sur les monuments en fait qu'on peut encore voir, qui sont liés à ces différents personnages. Voilà, un parcours sur Marguerite Bourgeois. Et comme ça, on peut voir aussi, redécouvrir l'hôtel de la Licorne, la commanderie rue Saussier, voilà, plein de choses qu'on a déjà en tête quand on sillonne les rues troyennes de nos jours. Merci Daphné Castano. De rien, merci. De retour dans votre émission spéciale consacrée aux Champenois en Nouvelle-France. Je vous le rappelle, l'exposition est visible ici à l'hôtel Dieu-le-Comte jusqu'au 2 novembre. Et elle s'accompagne d'une programmation riche et variée dont va nous parler Samuel Silvarez. Bonjour. Bonjour. Alors donc on va commencer par parler des ateliers pédagogiques. Il y en a 2. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? C'est ça, donc on a 2 ateliers pédagogiques destinés donc, aux familles, avec en premier un atelier Wampum, où on propose en fait aux enfants de créer donc une version miniature d'une ceinture Wampum. C'est ce qu'on voit juste ici. La ceinture Wampum, vous la découvrez dans l'exposition et aussi ici avec des créations qui ont déjà été réalisées, donc qui sont des objets diplomatiques qui sont offerts entre autochtones et français. Et le deuxième atelier, donc on propose de recréer un profil de personnage pour montrer comment était vue en fait l'image des populations au XVIIe siècle. Donc quel est l'objectif de ces 2 ateliers? Alors l'objectif c'est vraiment du coup de permettre aux enfants de comprendre ce qu'ils vont voir dans l'exposition. Parce que c'est vrai que quand on voit le collier Wampum dans l'exposition, on se dit bon bah, c'est très beau, c'est des perles, mais en réaliser un c'est vraiment aller plus loin et comprendre et aussi impliquer les enfants dans l'histoire. Et combien de temps ça prend à peu près à faire ce type de réalisation? Donc on va compter 1h30 par réalisation. Donc, et tous les ateliers donc, sont accessibles les mercredis et samedis matin à 10h30, donc sur réservation. Sur réservation pour les écoles, pour les particuliers, pour tout le monde? Alors donc les mercredis et samedis pour le grand public et ensuite sur demande pour les écoles et centres de loisirs. Il y a aussi d'autres événements qui vont avoir lieu tout au long de l'été jusqu'en novembre. Déjà des événements organisés par le département. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns? Voilà, donc à chaque exposition, à chaque année culturelle, le département met en place donc, une série, une programmation culturelle assez étoffée autour de l'exposition. Donc cette année, nous avons organisé donc, un nombre assez important de conférences qui ont lieu tout le mois de juin, en septembre également et en octobre. Donc à retrouver ici à la Cité du Vitrail et aussi au Centre des Congrès. Toutes les dates sont à retrouver sur un petit fascicule, un dépliant, que vous pouvez retrouver dans les offices de tourisme et dans tous les lieux culturels donc, de la ville et du département. Donc des conférences, mais pas uniquement. Pas uniquement, donc on organise aussi des concerts, donc avec un premier concert les
4 et 5 juillet. Donc le 4 juillet à la cathédrale de Troyes et le 5 juillet à l'église Saint-Étienne de Bar-sur-Seine, avec un concert d'orgue, l'orgue de chaque église, plus un ensemble de voix et des musiciens. Donc concerts gratuits qui se dérouleront donc le 4 juillet à 20h à la cathédrale et le 5 juillet à 18h à l'église Saint-Étienne de Bar-sur-Seine. Et puis un ciné-débat également dès ce dimanche. Exactement, donc le dimanche 29 juin à 10h30 au cinéma Utopia de Pont-Sainte-Marie. Donc ça c'est pour les événements organisés par le département, mais il y a aussi des associations qui organisent des événements à côté. Exactement, donc tout le territoire au bois aura le droit à des événements donc portés par les associations sur le terrain. On pourra retrouver ici à Troyes déjà donc, des déambulations, des concerts et des conférences organisées par le comité Marguerite Bourgeois, et aussi à Neuville-sur-Vanne, des événements, concerts, marches, journées de jeux pour les enfants, conférences également, à Neuville-sur-Vanne organisées par le comité Paul de Chaumdet-Maisonneuve. Pourquoi à Neuville-sur-Vanne? Neuville-sur-Vanne est le village de naissance de Paul de Chaumdet-Maisonneuve. Donc c'était l'occasion d'organiser des événements sur place. Donc on retrouve encore dans le village les restes du château où est né donc Paul de Chaumdet. En quoi c'est important de mettre en place tous ces événements autour de l'exposition? Qu'est-ce que ça apporte? Alors c'est que déjà, tous les champenois qui sont partis en Nouvelle-France ne viennent pas tous de Troyes. Donc comme on l'a vu avec Paul de Chaumdet, tous les villages, enfin en tout cas un bon nombre de villages sont concernés, ont des ancêtres qui sont partis en Nouvelle-France, et c'est aussi l'occasion de faire rayonner l'exposition sur le territoire. Oui, ça peut donner aussi envie aux gens, après avoir vu un concert, de se rendre à l'exposition. Exactement, et aussi mettre en avant l'exposition, pas seulement à Troyes, mais aussi dans le reste du département. Merci Samuel Silvares. Merci à vous. L'exposition est visible ici à l'hôtel Dieu-le-Comte depuis le 18 juin et justement nous sommes allés à la rencontre des premiers visiteurs pour recueillir leurs impressions. Regardez. Une exposition très riche et documentée. C'est épatant parce que vraiment on connaît l'histoire de la France au Québec, à Montréal, la Fondation, mais c'est très pédagogique, on comprend exactement le processus, toutes les confréries qui sont allées, les ordres, enfin c'est super bien fait. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de champenois qui avaient fait souche et qui avaient aidé à la fondation des grandes villes, des comptoirs et de Montréal bien sûr. 50 ans que j'habite à Vitry-le-François et je ne connaissais pas le personnage de Vitry-le-François qui a été jésuite au Canada. Donc c'est très intéressant. Je vais approfondir mes connaissances sur lui. J'ai vu qu'il y avait un Wikipédia. Elle me permet, en ce qui me concerne, de réviser mon histoire de la Nouvelle-France que, j'avoue, je ne connais pas par cœur. Et pourtant, nous sommes très concernés en Champagne. J'ai photographié les actes de naissance de tous ces grands champenois. Ce sont des dates, ce sont des documents qui me sont précieux, je trouve. Heureusement, il y a des cartels qui permettent quand même de lire, parce que je ne sais pas lire ces documents du XVIIe. Il y a des documents qui m'ont intéressé. Par exemple, là-bas, l'extrait de recensement de 1713 à Montréal. Les Français ont attendu un siècle à peu près pour en faire autant. C'était un peu en avance, les Montréalais. Puis j'ai fait connaissance avec un certain nombre de personnes parce que Marguerite Bourgeois, j'ignorais son existence. Sylvain Lambroso vous retrouve ici à la sortie de la Cité du Vitrail et plus précisément devant la boutique pour parler de la revue d'histoire de la Nouvelle-France. Déjà, qu'est-ce que c'est que cette revue? C'est une revue qu'on a lancée à l'automne 2022 qui consacre qui est consacrée à l'histoire de la Nouvelle-France. Donc on cherche à défricher cette histoire parce qu'il y a encore beaucoup de choses à écrire. Étrangement, tout n'a pas été dit. Il y a encore de nombreux documents dans lesquels on peut trouver de nombreuses informations. Il y a d'ailleurs énormément d'étudiants qui travaillent sur ces sujets-là.
Et nous, qu'est-ce qu'on fait? À travers cette revue, on veut montrer que cette recherche est très vive et qu'on a des sujets tout à fait brûlants. Donc, par exemple, on a fait un numéro sur l'esclavage en Nouvelle-France, dans lequel on a apporté énormément de nouvelles informations à ce sujet-là. Donc, chaque revue a un thème central et permet d'explorer un sujet, mais on a aussi tout un ensemble à la fois de chroniques qui parlent un peu de l'actualité. Donc, par exemple, quand il y a des expositions comme celle-là qui concernent la Nouvelle-France. Oui, parce que justement, ce dernier numéro est consacré à l'exposition. C'est un numéro un peu spécial. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Alors, c'est un numéro que nous avons consacré donc, à l'exposition. Donc, l'idée, c'est que nous avons demandé à plusieurs auteurs qui font partie du comité scientifique de l'exposition de nous donner des textes pour un peu revisiter cette question. Pourquoi des Champenois sont venus s'installer en Nouvelle-France et pourquoi certains d'entre eux ont créé la ville de Montréal. Par exemple, là, c'est donc le dossier central, on a Éric Thierry, qui est un grand spécialiste de la Nouvelle-France. C'est lui qui a écrit la biographie de référence sur Samuel de Champlain, par exemple. Lui s'est intéressé justement à pourquoi des Champenois ont voulu s'implanter en Nouvelle-France. Et il parle d'un paradoxe parce qu'en fait, les Champenois n'ont pas fourni beaucoup de population, mais ont fourni vraiment une élite. Donc il revient sur ce paradoxe-là. Pourquoi on a juste une élite et pas un gros contingent de population comme les Normands ont pu le fournir, par exemple. Donc cette revue, finalement, c'est un approfondissement. Ça va avec la visite, on visite et puis après, on peut continuer avec cette revue? Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on peut vraiment explorer le sujet en profondeur et en prenant le temps de lire les articles, qui sont des articles parfois assez longs. Et il y a aussi l'illustration reprend beaucoup des objets et des documents qui sont présentés dans l'exposition. Donc ça permet en fait de retrouver ces objets et d'avoir la légende. Donc c'est comme un peu une sorte de catalogue aussi. Donc à la fois c'est une revue pour explorer le sujet, mais aussi pour retrouver un peu le contenu de l'exposition et la revisiter chez soi par exemple. Et on est très fiers également d'avoir commandé une bande dessinée qu'on a appelée Marguerite et Paul à Paris, qui raconte une des visites de Marguerite Bourgeois qui vient à Paris revoir Paul de Chomedey qui a quitté la colonie. Et donc on raconte toute cette histoire-là. Et donc c'est une BD originale qu'on a fait produire, et dont on est très fiers. Donc la revue propose aussi une forme de divertissement finalement. Donc une revue très riche. Et si on est ici devant la boutique, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on peut la retrouver justement ici tout le long de l'exposition. Oui, tout à fait. La revue est prévue, comme je vous l'ai dit, un peu comme un catalogue. Donc elle va être vendue tout au long de l'exposition. Et donc je vous conseille vraiment, après la visite, de l'emporter chez vous, parce que ça vous fera un très beau souvenir et ce sera l'occasion de vous replonger dans cette histoire, dans cette épopée incroyable qui a conduit des Champenois à bâtir la ville de Montréal. Merci Sylvain Lambroso. Avec plaisir. Valérie Denis, on vous retrouve donc ici pour la fin de cette émission. On a parlé il y a un instant de la programmation culturelle autour de l'exposition. En quoi c'est important toutes ces manifestations? C'est important d'avoir organisé en fait une année culturelle autour de cette exposition parce que le sujet est très très riche. Il y a certes des objets, il y a certes d'ouverture à des collections exceptionnelles, mais il y a aussi d'autres façons d'exprimer en définitive ces relations très fortes entre le Québec et les Champenois. Et c'est la raison pour laquelle la Cité du Vitrail, mais également d'autres partenaires, en particulier des associations locales qui ont maintenu la mémoire de ces relations pendant des décennies, ont construit en fait un programme tout azimut avec en particulier des conférences et des concerts également, et des concerts qui sont à la fois de la musique classique mais également Édith Piaf. Donc voilà, c'est tout est ensemble, une espèce de kaléidoscope culturel qui va faire comprendre en définitive la richesse de cette relation et sa profondeur. Et on l'a dit, l'exposition prendra fin le 2 novembre. À partir de là, qu'est-ce qui va se passer pour l'exposition ? Alors effectivement, on rangera tout ça le 2 novembre. Les objets, bien évidemment, retrouveront leur place dans les collections internationales. Mais notre projet, c'est d'aller plus loin, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on organise une exposition retour, alors pas exactement sous la même forme, au Québec. Et en particulier dans 3 musées montréalais qui, a priori, vont nous accueillir. Et ça sera l'occasion en fait de refaire le même exercice, mais de montrer aux Québécois, aux Montréalais en particulier, qu'une grande partie de leurs ancêtres, et parmi leurs ancêtres les plus prestigieux, ils viennent de notre département et de la Champagne au sens large. Et l'objectif final, en définitive, c'est de retisser des liens qui existent déjà, bien évidemment, entre la France et le Québec, mais en particulier entre le Québec et la Champagne et l'Aube,
pour faire en sorte que, dans le cadre d'un tourisme mémorial qui est très très vivant là-bas, eh bien, ils puissent non seulement venir boire du champagne, voir un très beau patrimoine, mais également redécouvrir la terre de leurs ancêtres. Donc voilà, c'est un objectif culturel, patrimonial, et puis in fine également touristique. Merci Valérie Denis. Et pour profiter de cette exposition, je vous le rappelle, il vous suffit de vous munir d'un ticket pour la Cité du Vitrail. Il était une fois Montréal, les Champenois en Nouvelle-France. L'exposition est visible jusqu'au 2 novembre, ici à l'hôtel Dieu-le-Comte. Et c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et à bientôt sur Canal 32.